俺の船に乗らねえか。海賊を勘違いしてねえか。俺たちは何も仲良し軍団じゃねえぞ。なんだ、やけくそか。自由だよな、お前。何をしたい？軍事国家だ。そのために必要なのは圧倒的な力だな。Dans l'océan infini des récits qui façonnent l'univers de One Piece, surgissait jadis une silhouette à la fois sombre et énigmatique, dont le nom seul résonnait comme une tempête mêlant terreur et puissance. Il ne se contentait pas de suivre les courants ordinaires de la piraterie, il traçait sa route dans les eaux les plus troubles du destin, là où peu osaient s'aventurer. Cette figure, c'est Rox d'Xebec, le plus grand pirate du plus grand manga de tous les temps, un homme dont l'ambition ne se bornait pas aux horizons marins, mais englobait le monde entier. Pourtant, loin d'incarner le capitaine classique qui inspire seulement par la force de ses coups ou l'éclat de son charisme, il se distinguait par une aura si écrasante qu'elle lui permit d'attirer autour de lui les plus redoutables monstres appelés à devenir légendes. Ce fut un rassemblement unique dans l'histoire, une constellation de titans dont la lumière aveuglait autant qu'elle inquiétait. Mais ne vous laissez pas tromper, si ces alliances paraissaient improbables, elles n'étaient pas le fruit du hasard. Elles répondaient à un dessein clair, porté par une volonté inébranlable. Xebec bâtit un empire dont l'ombre plane encore aujourd'hui, car il façonna les bases de l'ère suivante et laissa dans son sillage une fracture profonde dans le monde. Aujourd'hui, deux silhouettes s'élèvent, ravivant les échos de ce spectre oublié. Ces deux noms, vous les connaissez, Marshall D. Teach et Baggy le Clown. Tout semble les séparer. L'un manie les ténèbres comme un stratège, l'autre avance porté par une chance insolente. Leur contraste intrigue, mais leur objectif, lui, demeure identique. Atteindre le trésor ultime, le One Piece. Ne vous laissez pas tromper par ces apparences dissonantes, car derrière le rire du clown et le rire du pirate se cache peut-être une même destinée. Ensemble, ils pourraient façonner un plan d'une audace inégalée, exploiter chaque opportunité offerte par le chaos de la Grande Ère, et rallier sous une bannière commune des forces que l'on croyait inconciliables. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo théorie. Si vous appréciez One Piece et mon contenu, manifestez votre soutien en partageant, en vous abonnant à ma chaîne, en activant la cloche et en laissant un commentaire. N'hésitez pas à faire un tour sur mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car chaque geste est un acte gratuit qui contribue à l'épanouissement de la communauté et récompense l'effort colossal déployé pour créer ces vidéos. Merci à tous ceux qui le feront, et bonne vidéo. La façon dont Oda a posé les fondations du monde des pirates est d'une intelligence redoutable. Il a sciemment orchestré les événements pour que l'ère des pirates ne débute qu'après la fin de l'ère des géants. Car Oda n'a jamais eu l'intention de raconter 8 siècles d'histoire pirate, il a choisi de concentrer toute la piraterie véritablement marquante au cours du dernier siècle, en établissant qu'avant cela, la mer était sous le joug des géants. On nous avait déjà appris que le Nouveau Monde avait autrefois été dominé par Elbaf. Et le flashback d'Erox nous a révélé à quel point cette puissance colossale régna pendant des siècles, donnant naissance à la légende d'Elbaf comme nation la plus forte du monde. Harald, bien qu'il ne soit pas officiellement un pirate, incarnait cette force. Déjà, ses alliés Dory et Brogy, eux, l'étaient bel et bien. Et la manière dont ils naviguaient, semant chaos et violence, évoquait sans détour la piraterie. Par son pouvoir écrasant et sa liberté absolue, Harald pourrait presque être considéré comme l'un des tout premiers pirates de cette ère. Lui et son peuple étant unanimement reconnus comme les souverains du Nouveau Monde. Il semble que la domination des géants d'Elbaf sur le Nouveau Monde ait perduré, immuable, depuis le siècle oublié, comme un ordre naturel des choses. Ce n'est qu'au cours du dernier siècle que cet équilibre s'est brisé, non pas sous l'effet d'une défaite ou d'un renversement, mais par une transition organique. D'abord, Dory et Brogy mirent un terme à l'existence des pirates guerriers géants, dissipant la plus redoutable force navale de l'époque. Puis Harald, à son tour, abandonna toute velléité belliqueuse et guida Elbaf vers un pacifisme assumé, entraînant l'ensemble de la nation dans ce nouvel idéal. La fin de ce règne séculaire coïncida parfaitement avec l'ascension fulgurante de Rox et l'apparition d'une génération d'humains exceptionnellement puissants, catalysant la naissance d'une nouvelle ère, celle des pirates. Nous arrivons désormais à l'empire de Rox et à la façon dont il a jeté les bases de la grande ère de la piraterie que nous connaissons aujourd'hui. L'époque actuelle, celle dans laquelle se déroule l'histoire, est définie par la loi des 4 empereurs pirates. Un équilibre de force qui a toujours semblé immuable et colossal. Mais ce n'est qu'à présent que l'on sait pleinement que ces 4 figures légendaires ne sont en réalité que les éclats dispersés d'un empire pirate autrefois uni, les pirates de Rox.
Ce retournement est un coup de génie en matière de construction d'univers, car le concept des 4 empereurs a été patiemment construit, chapitre après chapitre, jusqu'à devenir un pilier central de l'univers. Découvrir à l'aube de la conclusion que ce système n'est que l'ombre fragmentée d'une puissance colossale ayant réellement existé, amplifie la grandeur et la profondeur du monde de One Piece, transformant l'image que nous avions de ses mers et de ses légendes. Barbe Blanche, Kaido et Big Mom, ces empereurs légendaires aux équipages redoutables, ne sont en réalité que des branches issues du tronc colossal qu'étaient les pirates de Rox. Même un des nouveaux empereurs, Barbe Noire, fils et héritier de l'ambition de Rox, illustre à quel point le sommet du monde pirate, tout au long de la grande ère de la piraterie, reste façonné par l'ombre de cet équipage mythique. Certains vont jusqu'à spéculer, en observant les parallèles visuels et les similitudes de design, que Baggy lui-même pourrait être l'enfant de Rox, une hypothèse qui ferait de presque tous les Yonko de l'histoire de One Piece des descendants directs ou indirects de ce même homme. Et la liste ne s'arrête pas là. Des figures légendaires comme Shiki le Lion d'Or, qui ne fut jamais officiellement empereur, pourraient aujourd'hui être perçus comme les empereurs manqués. Ceux qui, dans une autre configuration du monde, auraient occupé leur place aux côtés des plus grands. Shiki a longtemps été sous-estimé en grande partie à cause de sa défaite dans le chapitre 0 et dû au fait qu'il n'a jamais porté officiellement le titre de Yonko. Mais à la lumière de la recontextualisation de l'histoire et de la chronologie des événements, il apparaît clairement qu'il aurait largement pu être l'un d'entre eux. En réalité, Shiki aurait probablement pu être le tout premier Yonko reconnu après la mort de Roger, avant même Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. Au sein des pirates de Rox, il semblait occuper la 3e place après Rox et Barbe Blanche, Kaido et Big Mom n'ayant pas encore atteint leur apogée. Shiki était l'un des plus en vue parmi les fidèles de Rox, affichant une autorité manifeste même au cœur de l'équipage au complet. Après la dissolution des Rox, il figurait aux côtés des futurs empereurs, mais c'est lui qui, le premier, bâtit la plus grande flotte pirate des mers, devançant largement ses rivaux dans la course au pouvoir. Son empire naissant surpassait déjà ceux de Barbe Blanche, Big Mom et Kaido. La chute de Shiki fut le fruit de sa propre folie. Outré par la capture de Roger, il attaqua seul Marineford et ne fut arrêté qu'après un combat titanesque contre Garp et Sengoku, tous deux à leur prime. Au sommet de sa puissance, il avait clairement le niveau Yonko et plusieurs années d'avance sur les vestiges des Rox dans la construction d'un empire. En ce sens, Shiki était l'empereur manquant de la première génération, mais il s'est consumé avant l'avènement officiel de l'ère. Au-delà de la légende du Lion d'Or, le pirate qui fut le plus proche de devenir un Yonko fut sans conteste Loki, lequel prit la mer et embrassa la piraterie précisément parce qu'il avait été inspiré par Rox. Doté d'une puissance clairement digne d'un empereur, Loki sema le chaos dans le Nouveau Monde, devenant le pirate solitaire le plus recherché de toute l'histoire de One Piece, sans équipage, sans guilde et sans la moindre alliance. Il a obtenu une prime spéciale du gouvernement mondial. Sa chute ne vint que face à tous les géants et Shanks, qui suite à cette victoire décisive, obtint lui-même le titre de Yonko. En d'autres termes, le système des 4 empereurs tel qu'il nous fut présenté au début de l'histoire reposait en réalité sur les vestiges des pirates de Rox et sur l'unique homme capable d'avoir vaincu celui qui apparaissait comme un héritier naturel de sa légende. Mais l'influence des pirates de Rox ne se limite pas aux Yonko et aux figures de leur niveau. Elle s'étend jusqu'aux énigmes les plus savoureuses du lore de One Piece. Prenons l'exemple de l'île des pirates, évoquée dès l'arc du Davy Backfight. Ce qui paraissait alors comme une légende fantasque se révèle être une réalité, et pas n'importe laquelle. Cette île fut jadis le quartier général du plus grand empire pirate de l'histoire, sans doute la seule époque où autant de figures puissantes se rassemblèrent en un même lieu. Un véritable paradis de pirates, si redoutable qui rivalisait directement avec le gouvernement mondial. Les tentatives modernes de recréer un tel sanctuaire ne sont que des pâles reflets de la terre originelle forgée par Rox. Et le plus fascinant, c'est que l'arc Long Ring Long Land, en introduisant simultanément l'île des pirates, les Davy Backfight et la figure de Davy Jones, a très probablement constitué la mise en place consciente de toute l'histoire de Rox. Preuve qu'Oda façonnait déjà cette révélation depuis de nombreux arcs, tissant patiemment le fil qui allait relier ces pièces du puzzle à la fresque finale. Avec les révélations récentes sur l'île des pirates, un autre pan du mystère du lore moderne de One Piece trouve enfin sa réponse, l'énigmatique incident de Rocky Port. Maintes fois évoqué, il se révèle n'être qu'un écho de l'héritage des pirates de Rox. Pendant des décennies, l'île des pirates fut dirigée par Wang Zi, un vétéran de cet équipage légendaire. Il fallut l'alliance improbable de Kobe, Law et Barbe Noire pour le renverser et mettre fin à son règne. Le plus fascinant est que la position de Wang Zi, en tant qu'amiral d'une base aussi stratégique, laisse entendre qu'il était peut-être le 5e pirate le plus influent de l'ère moderne après les Yonko. Une anomalie vivant dans un nouveau monde où, par règle tacite, tout territoire doit se placer sous l'autorité d'un empereur.
Sa longévité et son indépendance font de lui l'une des dernières grandes exceptions à l'ordre établi par les successeurs de Rox. Cela illustre une fois de plus l'ampleur colossale de la puissance et de l'influence laissée par les vestiges des pirates de Rox. Non seulement la majorité des Yonko sont issus de cet équipage, mais les plus grands prétendants au titre, ceux qui auraient pu en être dignes, en proviennent également. Et si l'on s'aventure sur un terrain plus spéculatif, certains lecteurs ont révélé des similitudes frappantes entre Wang Zi et les frères pirates Caribou et Koribu, laissant planer l'idée que même des figures de la nouvelle génération pourraient, elles aussi, être les héritiers indirects de cet équipage mythique. Au-delà de tout cela, un autre mystère ancien de la série avec le légendaire trésor du capitaine John trouve lui aussi son origine dans les pirates de Rox. Un élément qu'Oda avait déjà commencé à installer dès l'arc Jaya. Depuis le départ, la quête principale de Baggy, centrée sur ce trésor mythique distinct du One Piece, mène en réalité à un membre des Rox, le capitaine John. A ce stade, il devient presque impossible de trouver un penduleur pirate moderne qui ne soit pas lié à cet équipage. Même les zombies de Moria ne sont que d'anciens membres recyclés des Rox, comme le prouve la présence de John et de Gangzui parmi eux. Dans cette même logique, que dire de Bakin? Elle incarne le maillon direct entre les pirates de Rox et les Mads. Si l'on y pense, les Mads représentent en réalité le même concept que les Rox, mais transposé au domaine scientifique. Dans l'ère moderne, nous découvrons ces génies aux ambitions démesurées. César, Queen, Judge et bien sûr Vegapunk, chacun poursuivant ses propres objectifs à travers des expériences interdites capables de bouleverser le monde. Comme pour les Rox, l'unité s'est brisée et de cette fragmentation est né tout le socle scientifique du monde de One Piece. Et là, au cœur des Mads, on retrouve Bakin, qui vraisemblablement jouait un rôle crucial. Car si les Mads étaient une organisation illégale et dépourvue de financement gouvernemental qui manquait de ressources, il est probable que Bakin était indispensable pour certaines opérations clandestines, permettant au groupe d'obtenir les moyens nécessaires à la poursuite de ses recherches interdites. Le lore des pirates Kuja trouve lui aussi ses racines dans l'équipage des Rox. Hancock n'a pas fondé cet équipage, elle n'en est que la capitaine de la génération actuelle. Avant elle, 3 autres générations de capitaines Kuja se sont succédées, toutes remontant à la première d'entre elles, Gloriosa, qui, elle aussi, faisait partie des pirates de Rox. Sans compter Shaki, qui a pris sa retraite de pirate pour ouvrir un bar sur la ruche. Même aux confins du monde sur West Blue, l'ombre des Rox se fait sentir. Aujourd'hui, cette mer est davantage connue pour ses gangsters que pour ses pirates, avec des figures comme Capone BG, issu de West Blue, qui s'est hissé au rang des 5 parrains des familles mafieuses. Or, l'un des membres originels des pirates de Rox n'était autre que Don Marlon, un gangster de West Blue. Au vu de la puissance et de l'influence des principaux membres des Rox, il est très probable que Don Marlon ait été le véritable parrain fondateur de West Blue, instaurant la culture mafieuse dans laquelle Capone BG a vu le jour. Cela dit, il reste une dernière pièce essentielle à ce tableau, l'influence de Roger. Jusqu'ici, je l'ai quelque peu éclipsé, car si les pirates de Rox sont à l'origine de la majeure partie du lore légendaire du monde pirate, c'est bien Roger qui a façonné presque toutes les nouvelles figures montantes de l'ère actuelle. Pour le dire simplement, le monde dans lequel l'histoire débute est celui hérité des fragments brisés de l'empire des Rox. Mais les protagonistes actifs y évoluent eux, poursuivant tous la légende du premier roi des pirates, Goldie Roger. Essentiellement, la première ère fut celle des géants, vit ensuite la deuxième, marquée par l'hégémonie des Rox, puis, avec l'éclatement de son empire, s'ouvrit une ère de recomposition où un nouveau monde prit forme à partir des vestiges éparpillés des pirates de Rox. Chacun traça sa propre voie, Barbe Blanche, Kaido, Big Mom et Shiki édifiant leur empire respectif, Wang Zi s'imposant comme amiral légendaire de l'île des pirates, le capitaine John disparaissant avec son trésor mythique, et les pirates Kuja, héritage de Gloriosa, perpétuant leur lignée de génération en génération. Même des territoires comme West Blue semblent avoir été façonnés par cet héritage, devenant un havre pour la pègre sous l'influence durable de Don Marlon. Durant cette ère, où les vestiges des pirates de Rox se sont dispersés aux 4 coins du monde pour ériger de nouvelles fondations, c'est Roger qui a brillé le plus intensément et a accompli le plus. Et lorsque son règne a pris fin, il a laissé derrière lui une inspiration si puissante qu'elle a poussé une nouvelle génération de pirates à émerger, à s'élever et à prendre les rênes du monde que Rox avait bâti. C'est ce monde que nous connaissons aujourd'hui. La plupart des nouveaux Yonko, Shanks, Luffy et même Baggy, aux côtés de la Cross Guild, ont à un moment de leur vie été marqués par Roger et ont cherché à marcher dans ses pas. Il en va de même pour la majorité des supernovas et jusque pour les petits pirates disséminés aux 4 coins des mers. Si les pirates de Rox ont façonné la structure du monde pirate actuel, alors tous ceux qui se lèvent aujourd'hui pour le défier et tenter d'en renverser le statu quo le font en suivant l'élan insufflé par Roger. Mais alors, pourquoi avoir longuement exploré l'héritage des Rox?
Parce que tout cela mène naturellement à la théorie que nous allons développer, l'alliance entre Barbe Noire et la Cross Guild pour ressusciter d'une certaine manière l'esprit des Rox. D'un côté, un stratège impitoyable prêt à tout pour atteindre le pouvoir suprême. De l'autre, un clown chanceux, propulsé malgré lui au sommet mais désormais contraint de tenir son rang. Et si leurs ambitions et certains secrets enfouis dans l'histoire convergeaient, ils pourraient bien reformer, sous une nouvelle forme, la terreur qu'incarnait jadis Rox d'Xebec. Barbe Noire est mue par une ambition démesurée. Son objectif avoué est de découvrir le One Piece et de s'imposer comme le nouveau roi des pirates. Mais tout indique qu'il vise en réalité une domination mondiale. Opportuniste et pragmatique, il rallie à sa cause quiconque peut servir ses intérêts, qu'il s'agisse de criminels évadés ou d'anciens marines déchus. Son chemin est déjà pavé de rivalités explosives. Il a marqué Shanks de sa célèbre cicatrice, faisant de lui une menace que le roux ne perd jamais de vue. Il est aussi indirectement responsable de la mort de Ace, a récemment affronté Law et se retrouve désormais en opposition frontale avec Luffy et les autres aspirants au trône du roi des pirates. Tout converge donc vers une seule dynamique, la quête du One Piece, l'anéantissement de l'ordre établi et la chute de tous ceux qui se dresseront entre Teach et l'absolue toute-puissance. Quant à Baggy, il apparaît d'abord comme l'exact contrepoint de Barbe Noire. Un clown malchanceux, dépassé par les événements et tourné en dérision. Pourtant, la saga finale dévoile que derrière cette façade se cache un rêve longtemps refoulé. Ancien apprenti sur le Road Jackson, aux côtés de Shanks, Baggy a vécu toute sa jeunesse dans l'ombre de son camarade. La mort de Roger l'a marqué d'autant plus qu'il ne comprenait pas pourquoi Shanks n'avait pas aussitôt repris le flambeau pour atteindre Loftel. Convaincu de ne jamais pouvoir rivaliser, Baggy avait renoncé à son ambition, jusqu'à ce qu'il découvre que Shanks s'est finalement lancé dans la course One Piece. Cette révélation a ravivé sa propre flamme, par orgueil, par rancune, mais aussi par désir de prouver sa valeur. Baggy a proclamé publiquement que la Cross Guild vise le trésor ultime. Par cette déclaration, il s'est hissé presque malgré lui au niveau des empereurs et a placé son organisation dans la compétition mondiale. Ses motivations sont désormais doubles, conquérir la gloire et régler une vieille dette symbolique envers Shanks, animé autant par sa fierté blessée que par sa fascination éternelle pour les trésors légendaires. Ainsi, Barbe Noire et Baggy se retrouvent désormais liés par une même obsession, le One Piece. Tous deux visent le trésor ultime et nourrissent l'ambition d'abattre l'ordre du gouvernement mondial. Cette convergence d'intérêts pourrait servir de socle à une alliance de circonstances, mais leur contraste demeure saisissant. D'un côté, un stratège sombre et calculateur, de l'autre, un bouffon chanceux propulsé au sommet presque par accident. La question de la sincérité et de la pérennité, telle une coalition, reste donc entière. Pourtant, c'est peut-être en se tournant vers les ombres du passé, et plus précisément vers l'héritage des légendaires pirates de Rox, que l'on trouve les véritables fils qui pourraient relier ces deux figures apparemment incompatibles. L'une des raisons centrales qui nourrissent l'hypothèse d'une alliance repose sur la connexion possible entre ces deux personnages et Rox d'Xebec. Marshall D. Teach est non seulement l'héritier spirituel, mais aussi le fils de Xebec. Une vérité tenue secrète et connue de quelques initiés, dont son propre équipage et les 5 doyens. Cette filiation place Teach comme le descendant biologique du pire ennemi de Roger et éclaire son ambition démesurée, poursuivre l'œuvre de son père et achever le rêve d'une domination mondiale. De nombreux échos renforcent ce parallèle. Tout comme Xebec, Teach a rassemblé autour de lui des criminels notoires et s'est emparé de l'île des pirates, ancien bastion des Rox, pour en faire sa base. Si Luffy incarne l'héritier spirituel de Roger, Teach représente en miroir l'héritage vivant de Xebec, son plus grand rival. Cette opposition rend leur affrontement presque inévitable, et ouvre la possibilité que Teach cherche à recréer une nouvelle version de l'équipage monstrueux des Rox en ralliant à sa cause d'autres figures de premier plan du monde pirate. Pour beaucoup, Baggy serait le second fils caché de Xebec. Longtemps considéré comme marginal, cette spéculation a pris de l'ampleur après les chapitres 1154 et 1155, qui ont révélé pour la première fois le visage et la vie de recherche de Rox. Au-delà d'une certaine ressemblance physique, l'auteur a souligné un détail troublant, la pose de Xebec sur son avis de recherche qui rappelle étrangement celle adoptée par Baggy sur le sien, renforçant l'idée d'un lien familial. Mais les indices ne s'arrêtent pas là. Baggy nourrit depuis toujours une obsession pour le trésor du capitaine John, ancien membre des Rox. Et Luffy lui a d'ailleurs confié le bracelet permettant d'y accéder lors de leur évasion d'Impel Down. Or, selon certaines théories, John aurait dissimulé son butin sur l'île de la Ruche, jadis repère de Xebec et aujourd'hui fief de Teach. Le fait que cette île abrite également d'anciennes mines d'or accentue la crédibilité de ce scénario. Si Baggy poursuit cette quête, il pourrait bien se retrouver malgré lui sur les pas de Rox, non seulement à travers un héritage matériel, mais peut-être aussi en tant que descendant, héritant d'une place inattendue dans la légende des Rox.
Si par un coup de théâtre, Baggy se révélait être le second fils de Xebec, il deviendrait alors le demi-frère de Teach. Un tel lien bouleverserait totalement la lecture de leur place dans l'histoire et renforcerait l'idée que l'héritage de Rox n'est pas éteint, mais prêt à renaître. Les voir unir leurs forces équivaudrait à ressusciter symboliquement l'équipage de Rox d'Xebec. Barbe Noire y verrait l'occasion d'égaler la puissance du groupe de son père en fusionnant son armée de criminels avec la Cross Guild, tandis que Baggy, lui, saisirait cette chance unique de se hisser parmi les plus grands en capitalisant sur un nom et une légende qui le dépassent. C'est ici qu'une nuance essentielle s'impose. Crocodile et Mihawk ne partagent pas nécessairement les rêves démesurés de Baggy. Leur objectif premier n'était pas de se lancer dans la course au One Piece, mais bien de bâtir une organisation criminelle capable de leur assurer richesse et sécurité. Crocodile rêvait de réactiver son opération Utopia, tandis que Mihawk n'aspirait qu'à une existence paisible, loin de la traque incessante de la marine. L'élan de Baggy vers le titre de roi des pirates les a laissés indifférents, voire franchement irrités. Ainsi, si Baggy envisageait une alliance avec Barbe Noire, il lui faudrait d'abord convaincre ses deux partenaires les plus influents. Teach pourrait offrir à Crocodile ce qu'il désire, la promesse d'un territoire où fonder son utopie une fois qu'ils auront renversé le gouvernement. Et puis Crocodile a une rancune tenace contre le gouvernement après Alabasta. Pour Mihawk, ce serait plus simple. Teach pourrait lui garantir la vie tranquille qu'il recherche après leur victoire. L'alliance Kaido et Big Mom, déjà présentée comme un retour des Rox, apparaît alors comme un simple avant-goût. La véritable résurgence, celle où chaque fragment de l'héritage de Rox se combine pour le faire renaître, pourrait venir d'une union entre Teach et Baggy. Mais une telle coalition, aussi séduisante soit-elle sur le papier, ne naîtrait pas de rien. Malgré leurs objectifs communs et un possible lien de sang, il faudra un événement déclencheur, une circonstance extraordinaire, pour pousser le capitaine des pirates de Barbe Noire et le chef maladroit mais chanceux de la Cross Guild à sceller ce pacte. La saga finale semble converger vers une guerre totale où chaque camp, pirates, gouvernement mondial, révolutionnaire et marine, sera entraîné dans un affrontement décisif. Si le gouvernement choisissait d'utiliser à grande échelle son arme d'anéantissement déjà démontrée contre l'Ulusia, les pirates, jusque-là rivaux, pourraient être contraints de s'unir pour survivre. Dans un tel contexte, Barbe Noire et Baggy auraient tout intérêt à collaborer. L'un vise à renverser l'ordre établi pour imposer sa domination, l'autre a déjà déclaré la guerre à la marine en transformant les chasseurs de primes en armes contre elle. Leur trajectoire convergerait alors par pure logique. Comme Teach le rappelle lui-même, la seule chose dont les pirates ont besoin est d'une convergence d'intérêts. Une alliance de circonstances, aussi fragile soit-elle, pourrait émerger et recréer l'ombre des Rox face au gouvernement mondial, accomplissant partiellement le rêve de Xebec de renverser les dragons célestes. Certes, la méfiance réciproque condamnerait probablement cette coalition à s'effondrer après la victoire ou la défaite, mais le temps d'un combat, Baggy et Teach pourraient marcher côte à côte. Oda semble préparer ce rapprochement par touche narrative. La montée en puissance de la Cross Guild est discutée par Sengoku et Tsuru dans la même scène où l'on apprend que Garp est parti affronter Barbe Noire sur la ruche, comme si l'auteur plaçait les deux menaces sur un plan parallèle. Plus encore, certains lecteurs voient dans la fresque du chapitre 1121 une anticipation visuelle de la guerre finale. D'un côté, Luffy et Shanks unis face à Barbe Noire et Baggy, avec un duel Luffy-Teach et un Shanks-Mihawk enfin concrétisé. En parallèle, le gouvernement et une partie de la marine derrière Akainu mèneraient une croisade contre les révolutionnaires et l'autre partie de la marine derrière les Sword. Finalement, une fois l'alliance Teach-Baggy brisée et le One Piece découvert, Luffy et Shanks rejoindraient la dernière bataille pour épauler les révolutionnaires et le Sword afin de mettre un terme définitif au règne du gouvernement mondial. La Cross Guild s'est muée en une organisation capable d'ébranler l'ordre mondial, réunissant 3 anciens Shichibukai, un vaste réseau d'influence et surtout un système inédit de primes sur les marines qui sape directement l'autorité du gouvernement en semant la peur et la défiance entre marines et civils. Là où Barbe Noire impose sa volonté par la force brute et les coups d'éclat, la Cross Guild opère une guerre psychologique insidieuse, sapant la confiance et alimentant la paranoïa. Une alliance entre les deux reviendrait à fusionner ces approches. Teach disposerait alors d'un instrument de chaos capable de multiplier l'impact de ses offensives, pouvant se combiner aux chasses orchestrées par la Cross Guild pour rendre la marine totalement ingérable sur plusieurs fronts à la fois. À cela s'ajoute la puissance de feu supplémentaire offerte par la Cross Guild, qui aligne d'anciens agents du Baroqueworth, des mercenaires aguerris et des rescapés d'Impel Down, autant de forces d'appoint susceptibles de faire basculer l'équilibre en faveur de Barbe Noire. Une alliance entre Barbe Noire et la Cross Guild engendrerait une puissance inédite. D'un côté, les 10 capitaines redoutables de Teach, de Shiryu, Akuzan, en passant par Lafitte, Devon ou Sun Wolf. De l'autre, Mihawk, Crocodile, Das Bones et l'empire mercenaire de Baggy.
Un tel rassemblement évoquerait immanquablement l'héritage des Rox. Ce temps où des monstres aux grandes ambitions accepteraient de naviguer sous une même bannière. Mais cette fois, la coalition dépasserait peut-être en nombre, en influence et en force brute tout ce qu'un seul équipage de Yonko pourrait aligner. Si une telle alliance venait à se concrétiser, elle serait sans doute minée par une instabilité chronique. Fidèle à son habitude de recruter par pur opportunisme, comme avec Moria ou Kuzan, Barbe Noire chercherait probablement à absorber la Cross Guild plutôt qu'à traiter d'égal à égal. Mais Crocodile et Mihawk sont bien trop indépendants pour se laisser dominer. Quant à Teach, il a déjà prouvé qu'il gardait aucun scrupule à se débarrasser d'alliés devenus encombrants. Dans ce contexte, la Cross Guild ne pourrait être qu'un partenaire stratégique mais méfiant, coopérant avec Teach tant que ses intérêts sont préservés, tout en gardant un œil attentif sur ses manœuvres afin de prévenir toute tentative de manipulation ou d'absorption. Enfin, il ne faut pas sous-estimer Baggy lui-même. S'il reste le maillon faible en termes de puissance brute, son charisme sur les foules de pirates en fait un atout redoutable sur le plan symbolique. Sa figure publique d'empereur pourrait devenir une façade idéale pour Teach, qui saurait l'exploiter comme une vitrine ou comme bouc émissaire. Une telle instrumentalisation correspond parfaitement à la mentalité manipulatrice de Barbe Noire. Pourtant, l'histoire a prouvé que Baggy possède un talent singulier pour retourner les situations les plus désespérées en sa faveur, et ce, sans même le vouloir, rendant ainsi toute alliance qu'il implique aussi imprévisible que dangereuse. En somme, la Cross Guild fournirait à l'Alliance ses troupes, ses capitaines d'exception, son empire criminel et son système de primes qui ronge la marine de l'intérieur. Tandis que Barbe Noire offrirait la puissance brute de ses capitaines, l'impact terrifiant de ses fruits du démon et son savoir stratégique autour des poneglyphes et des armes antiques. Ensemble, ils incarneraient une résurgence moderne des Rox, une coalition de monstres aux désirs divergents, mais momentanément soudés par l'ambition de renverser l'ordre mondial. Comme jadis Big Mom, Kaido ou Shiki aux côtés de Xebec, Crocodile, Mihawk et Baggy ne seraient pas des camarades fidèles, mais des alliés de circonstance, contraints de partager la même bannière et dont l'union suffirait à faire trembler la planète entière. En définitive, si Oda a bâti l'univers de One Piece sur l'héritage des géants, puis sur l'ombre gigantesque des Rox, ce n'est pas pour laisser ces fantômes du passé dormir à jamais, mais pour les voir ressurgir sous une forme nouvelle et inattendue. L'éventuelle alliance entre Baggy et Barbe Noire, héritier potentiel de Xebec par le sang et par l'ambition, incarnerait cette renaissance. Deux figures que tout oppose, réunies par le poids d'une histoire qu'elles n'ont pas choisie, mais qui pourrait les hisser ensemble au rang des plus grandes menaces que le monde n'ait jamais connues. Qu'elle se forge par opportunisme ou par nécessité face au gouvernement mondial, cette coalition offrirait un miroir parfait à l'ère des Rox, permettant à Oda de clore son récit en bouclant la boucle. La légende qui a donné naissance au monde des pirates renaîtrait pour être finalement dépassée et brisée par la nouvelle génération. Une dernière preuve que dans One Piece, le passé n'est jamais un simple décor, mais la clé qui éclaire et façonne l'avenir. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a exigé un travail conséquent, donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a captivé, n'hésitez pas à exprimer votre appréciation en likant, en partageant. Aussi, n'oubliez pas d'activer la cloche et de laisser un commentaire. Je vous invite également à explorer mes comptes TikTok, Instagram et Twitter, car c'est gratuit, cela me fait plaisir et cela contribue à l'essor de la communauté. Un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, et salut!